RCN. Le son de la différence. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur RCN 90.7 et vous êtes dans l'émission, notre émission bimensuelle Parole de paix. Alors Parole de paix est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de débat au sujet des conflits, des guerres et des conditions pour préserver la paix. Cette émission est animée par un collectif d'associations différentes à chacune des émissions. Aujourd'hui, c'est l'AFPS qui anime l'association France-Palestine Solidarité qui l'anime. Et nous avons autour des micros Marie-Josée Nicolo d'Amnesty International Nancy et moi-même donc de France-Palestine Solidarité Lorraine Sud. Alors, on va commencer, comme à chaque fois dans cette émission, par des brèves. Marie-Jo, tu as, je crois, une brève à nous signaler et on en aura une commune juste après. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je fais partie du groupe d'Amnesty International France, mais groupe de Nancy. Et donc, Amnesty est une organisation internationale qui lutte pour le respect des droits humains. Et donc, sur son site, il y a évidemment toutes les luttes qui sont faites pour le respect des droits humains, mais aussi pour défendre des personnes qui sont en danger ou qui sont emprisonnées. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous lire le texte d'une pétition pour une jeune, journaliste ou enfant, suivant le cas, puisqu'elle a 15 ans. Et donc, c'est une jeune palestinienne. Et donc, si vous allez sur le site, vous pouvez signer pour que soient respectés ses droits. Donc, c'est très important, les pétitions, et une manifestation de plusieurs pays, puisque Amnesty est quand même une organisation internationale et qu'il n'y a pas qu'en France que les signatures et les pétitions sont éditées. Je vous lis le texte et je vous encourage à aller sur le site d'Amnesty pour... Oui, la pétition, on la trouve sur le site d'Amnesty. Sur le site d'Amnesty. Ouais. D'accord. Alors, juste quand même, pour dire que c'est pas la seule pétition, j'ai recensé les pétitions qui sont en ce moment sur le site d'Amnesty pour vous montrer qu'elles sont très variées. Une des pétitions concerne Zhang Zhang, qui est emprisonné et torturé pour ses reportages sur le Covid-19. Vous pensez bien que Zhang Zhang est une jeune chinoise. Ouais. Nous avons aussi Mohamed El Bayer, qui est un avocat égyptien spécialisé dans la défense des droits humains et qui est emprisonné depuis septembre 2019. Il y a aussi, donc ça c'est en Égypte, on reparlera de l'Égypte ultérieurement. Ouais. Il y a Rung. Alors, Rung, on met Rung parce que son nom est très difficile à prononcer. C'est une jeune Thaïlandaise qui rêve de démocratie et qui risque la prison à vie. En Ukraine, il y a les membres de l'ONG Sphère qui luttent pour les défenses des personnes LGBTI qui doivent être aussi protégées. Au Nigeria, Imole Yao, si je me dis mal, Michael, qui risque 3 ans, qui a été emprisonné pour 3 ans pour avoir manifesté contre les violences policières. Il y a un Guatémaltèque, dont je ne sais pas si je vais dire correctement le nom, et Bernardo Galliol, qui a 7 ans de prison pour avoir protégé un fleuve au Guatemala. Il y a Mikita, un jeune enfant battu et emprisonné au Bélarus.
Et il y a aussi une pétition pour Julian Assange, dont Amnesty pense qu'on doit abandonner les accusations le visant. Donc ceci pour vous montrer que ces pétitions, c'est partout dans le monde. Et je vous encourage à aller sur le site pour signer au moins l'une de ces pétitions. Et donc maintenant, je me permets de vous lire, je peux ? Oui, bien sûr. Je permets de vous lire donc la pétition pour Jana Jihad, défenseur des droits humains de 15 ans, qui n'aspire qu'à une enfance normale. Mais elle vit à Nabi Saleb, en Cisjordanie, occupée par Israël. Et une vie sous le signe de discrimination constante n'a rien d'une vie normale. Jana avait 7 ans lorsque l'armée israélienne a tué son oncle. Avec le téléphone de sa mère, elle a commencé à filmer les exactions commises par les forces palestiniennes à l'égard de sa communauté. Israélienne peut-être. Les forces israéliennes. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise ? Palestinienne. Oh, pardon. Je me permets de le redire correctement. Ouais. Les exactions commises par les forces israéliennes à l'égard de sa communauté et à les diffuser sur les réseaux sociaux. Ainsi, à l'âge de 13 ans, elle a été reconnue comme une des plus jeunes journalistes du monde. Les forces israéliennes procèdent à des descentes nocturnes, démolissent des logements et des écoles et répriment les populations palestiniennes qui se mobilisent pour défendre leurs droits. Les enfants palestiniens sont particulièrement touchés, un grand nombre d'entre eux étant tués et blessés. Aujourd'hui, en raison de son travail, Jana est harcelée par les autorités israéliennes et elle a subi des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Son droit à la liberté d'expression et son droit de réunion pacifique, ainsi que son droit à l'éducation sont constamment menacés. Monsieur le Premier ministre, évidemment c'est adressé au Premier ministre d'Israël, la pétition, nous vous demandons de mettre fin à la discrimination et au harcèlement exercé contre Jana et d'étendre les protections en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par l'État d'Israël, aux enfants palestiniens des territoires occupés. Voilà le texte de la pétition pour Jana. Alors, si je ne m'abuse, mais peut-être tout à l'heure notre invitée Anne Tuaillon me confirmera, mais je crois que le village où elle habite, Nabi Saleh, est également le village de la famille Tamimi. Vous vous souvenez sans doute de Ahed Tamimi, cette jeune palestinienne qui avait giflé un soldat et dont quasiment toute la famille a fait de la prison ou a été inquiété par Israël. C'est dans le même village. C'est un village qui résiste pacifiquement, régulièrement, face aux occupants. Alors, peut-être une bonne nouvelle, Marie-Jo, puisque on a eu le plaisir en ce début d'année 2022 d'apprendre la libération de Rami Chat. Alors, pourquoi on va en reparler là on avait mené ensemble Amnesty et la FPS sur Nancy à l'occasion du livre Sur la place et de la remise du prix des droits humains. On avait mené une campagne de sensibilisation et on avait d'ailleurs été bien relayé à l'intérieur par la présidente du jury qui était intervenue auprès des présents et donc on est heureux d'apprendre que Rami Chat a pu être libéré. Mais je te laisse peut-être compléter un peu les conditions dans lesquelles il a été libéré, parce que c'est pas non plus totalement, une acceptation de ses libertés personnelles. Donc oui, Rami Chat est quelqu'un qui avait un égypto-palestinien, comme il était dit, et donc qui avait la nationalité égyptienne, tout en étant palestinien. Il a été arrêté en 2019 et été emprisonné. Sa femme, Céline Chat, avait été extradée d'Égypte. Et donc depuis, un certain nombre de manifestations mondiales avaient été faites pour demander sa libération.
Et donc il a été libéré, il est arrivé en France, donc c'était le 8 janvier, le samedi 8 janvier. Et donc, cependant, il a dû renoncer à sa nationalité égyptienne. Et donc, il a fallu cela pour qu'il puisse être libéré et sortir de ces prisons égyptiennes qui, comme beaucoup de reportages le précisent, les conditions sont terribles. Et donc, il a pu en sortir. Et il a été accueilli donc à Orly le 8 janvier. Et il a redit quelque chose qui est quand même important pour les gens d'Amnesty. Il a redit combien il était important de recevoir des lettres, de recevoir des messages, de recevoir des choses qui permettent de ne pas se sentir oublié. Et donc, ça réconforte les personnes d'Amnesty de signer des pétitions, d'envoyer des messages pour tous ces prisonniers oubliés. Voilà. Alors, peut-être il faut repréciser que Rami Chath était l'animateur de la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, en Égypte, et que à ce titre, malheureusement, la coopération entre l'Égypte et Israël a fait que Rami Chath s'est retrouvé interdit de ses droits et emprisonné dans des conditions terribles en Égypte. Voilà. Mais on est bien content donc qu'il soit libéré et malheureusement en étant privé de sa nationalité. Donc ce qui est quand même une atteinte aux droits humains insupportable. Voilà. Une dernière brève, parce que c'est bientôt le temps du printemps tout court, mais aussi du printemps de la Palestine. Donc, je voulais signaler que du 13 mai au 3 avril, aura lieu sur... Le 13 mai le 13 mars, 13 mars jusqu'au 3 avril aura lieu en Lorraine Sud, Nancy, mais dans bien d'autres endroits, Toul, Gérardmer, Vendeuvre, Villers, Tomblaine, aura lieu le printemps de la Palestine. C'est la 11e édition et pendant ces 15 jours, c'est une succession d'initiatives, alors aussi bien culturelles, rencontres, débats également, lecture de contes, cinéma. Pas mal de cinéma palestinien étant extrêmement actif. Voilà, repas également palestiniens. Et puis des moments de fête, comme sur la place Maginot, comme à chaque fois. Mais on aura l'occasion d'en reparler juste avant le printemps de la Palestine et de revenir sur le programme. Voilà pour les brèves ce matin. Eh bien, écoutez, on va aborder le thème de notre émission d'aujourd'hui, puisque c'est un thème un peu particulier, puisque habituellement on parle des exactions israéliennes à l'égard du peuple palestinien. Alors on va en parler, mais sous un angle un peu plus juridique et fondamental, puisque on interroge la question de savoir si Israël n'est pas un régime d'apartheid. Alors la FPS l'affirme, mais il y a un débat sur ces questions et tout le monde n'est pas forcément encore sensible à cette argumentation. Alors pour en parler ce matin, nous avions prévu d'interroger une jeune juriste palestinienne, Nada Awad, mais il se trouve que Nada est souffrante et donc ne peut pas être présente dans notre émission de ce matin. Alors Anne Tuaillon, qui est à la direction nationale de France-Palestine Solidarité et en charge de cette campagne contre l'apartheid israélien, a bien voulu donc répondre à nos questions. Bonjour Anne. Bonjour. Voilà, bon, tu es là, ça nous rassure. Anne est, donc on l'a joint par téléphone, elle est en Isère, donc merci beaucoup d'être présente ce matin dans notre émission. Parce que voilà, justement, la FPS a lancé une campagne nationale qui s'appelle Israël Palestine, reconnaître l'apartheid,
le combattre, l'éliminer. Alors, on a vu qu'une ONG palestinienne très connue, B'Tselem, qui d'ailleurs vient d'être en 2021. Juste, oui. ce n'est pas une ONG palestinienne, c'est une ONG israélienne. Oui, pardon, oui, israélienne. Hein. Voilà. D'ailleurs, interdite, Marie-Jo me reprend parce qu'elle est contente parce que tout à l'heure elle avait fait. Donc voilà, un partout. Une ONG israélienne, bien sûr, qui d'ailleurs est interdite aujourd'hui comme 5 autres ONG sur le territoire israélien, qui défendent évidemment les droits fondamentaux, universels, et les droits du peuple palestinien, et Israël les interdit. Donc B'Tselem a rendu un rapport qui dénonce ce régime de suprématie juive de la Méditerranée au Jourdain et le nommant apartheid. Mais ce rapport de B'Tselem vient après un rapport du Comité pour l'élimination des discriminations raciales de l'ONU, qui également a fait ce constat. Alors, on connaît, hélas, la longue liste des violations systématiques des droits humains contre le peuple palestinien, la colonisation, la violence des colons, on vient d'en parler là, dans des villes qui résistent en Cisjordanie, les violences de l'armée, on a tous en tête les bombardements de Gaza par exemple, le nettoyage ethnique de Jérusalem, et d'autres villes, on pourrait parler d'Hébron également, mais aussi de la vallée du Jourdain, le blocus de Gaza. Bon, tout ça, on a tout ça en tête, et les condamnations. Et c'est la raison d'être de la FPS, de se battre pour défendre le peuple palestinien. Mais de là à qualifier ce régime d'apartheid, cela mérite qu'on s'y arrête et qu'on examine de près. Alors qu'on examine, Anne, je vais commencer par t'interroger sur cette question. Qu'est-ce qui fonde la notion d'apartheid au regard du droit international et qui peut nous conduire à penser que Israël est un régime d'apartheid ? Oui, donc c'est effectivement par là qu'il faut commencer, puisque tu as dit tout à l'heure que nous affirmons que la FPS affirme qu'Israël est un régime d'apartheid, mais nous ne nous contentons pas de l'affirmer, nous tentons de le démontrer, et je vais essayer de le faire ce matin avec vous. Donc, quand on parle de l'apartheid, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le régime de ségrégation raciale qui sévissait en Afrique du Sud, qui a sévi en Afrique du Sud, jusqu'en 1991. Oui, et puis certains nous opposent que c'est en gros une notion qui est réservée à l'Afrique du Sud, en quelque sorte. C'est là où certains se trompent, puisque ça nous renvoie à ce régime, mais en droit international, l'apartheid est un concept juridique qui est reconnu et universel. Donc, je vais être obligée faire deux, trois petites références quand même au droit international, sinon je ne vous démontrerai rien du tout. Donc, il y a un certain nombre de textes, 3 particulièrement, précisément, qui se réfèrent à l'apartheid. Et le premier, c'est un texte qui date de 1965, dont nous étions en plein régime d'apartheid en Afrique du Sud, qui s'appelle la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Et ce texte interdit spécifiquement l'apartheid. Et 182 textes en sont signataires, dont Israël. C'est important de le noter. Le deuxième texte est la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, et celui-là date de 1973. Et ce texte définit pour la première fois l'apartheid. Et il dit donc que l'expression crime d'apartheid englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciale telles qu'elles sont pratiquées en Afrique du Sud. Et ce texte désigne les actes inhumains qu'il liste, il y a une très longue liste d'actes inhumains commis en vue d'instituer et d'entretenir la domination d'un groupe racial sur n'importe quel autre groupe racial et d'opprimer systématiquement celui-ci. Et puis, on a le statut de Rome, plus près de nous, le statut de Rome qui institue la Cour pénale internationale et qui inscrit l'apartheid comme crime contre l'humanité.
et il définit l'apartheid à peu près de la même manière que la Convention internationale pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid, en disant que par crime d'apartheid, on entend les actes inhumains commis dans un cadre d'un régime institutionnalisé, d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial, et dans l'intention de maintenir ce régime. Donc, on a quelques notions qui nous permettent de définir ou de vérifier si un régime politique correspond bien à la définition de cette notion, la définition du crime d'apartheid. Donc, on a l'existence d'actes inhumains, on a le fait que ce régime est un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial, et on a également, très important, la notion de maintenir ce régime. Donc je vais juste rapidement balayer ces 4 notions. Oui, parce que en particulier, il y a dans ce que tu dis, bon, d'abord on comprend que c'est pas une invention ou une outrance militante du langage militant, la désignation de régime d'apartheid. Bon, mais tu parles de domination raciale. Tu pourras nous préciser cette question là, parce que d'un groupe ethnique sur un autre. Je peux vous le dire maintenant, comme ça on comprendra peut-être mieux par la suite. Donc, effectivement, nous nions l'existence de race et nous disons qu'il n'y a qu'une race qui est la race humaine. Mais là, nous sommes dans le cadre d'analyse juridique et de concepts de droit internationaux. Donc, le droit international ne définit pas à proprement parler le concept de race, mais dans la convention dont je vous parlais tout à l'heure pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale, on parle bien de race et on parle de toute discrimination, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale et ethnique. Donc, cette phrase nous permet de comprendre que par le terme de race ou de groupes raciaux distincts, on comprend des entités qui peuvent être culturelles ou essentiellement culturelles et qui se construisent dans un contexte particulier et dans un contexte particulier d'environnement local. Mais si on voulait aussi aller un peu plus loin, la loi israélienne elle-même institue les notions de race, puisque la loi fondamentale de 1950, qui est une des premières lois constitutionnelles de l'État d'Israël, définit comme juive toute personne née de mère juive. Il y a tout un tas de définitions de ce qu'est une personne juive. Donc, tout au long de la législation en Israël, il y a des différenciations qui sont faites entre les personnes juives et les personnes non juives. Donc, puisque nous sommes dans des définitions juridiques, en droit international, nous appuyons sur ces concepts-là. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que nous entrons dans des problèmes de savoir s'il y a une race sur la question de différenciation et de race. Bien évidemment, pour ce qui est de notre éthique et de notre... Nous appuyons pas du tout sur la notion de race, bien entendu. Donc, pour revenir sur ces histoires de ce qui définit un régime d'apartheid, les actes inhumains, la Convention pour l'élimination de l'apartheid en donne toute une très longue liste. Mais je vais juste donner les 4 catégories et au fur et à mesure que je vais vous les donner, vous verrez que ça renvoie à la situation en Palestine et en Israël. Donc le premier, ce sont le déni des droits fondamentaux à la vie et à la liberté. Je ne vais pas vous lister tout ce que sont les droits fondamentaux à la vie et à la liberté, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais ce déni, il peut être en portant gravement atteinte à l'intégrité physique et mentale, à la liberté ou à la dignité, en soumettant à la torture, ou à la peine, ou à des traitements cruels et inhumains, en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement. Et là, quand on entend ça, on entend le quotidien des Palestiniens.
Tout à Le fait. déni des droits civiques, les Palestiniens n'ont aucun droit civique. Des mesures législatives visant à diviser la population selon des critères raciaux. Vous voyez que donc le droit international insiste beaucoup là-dessus. Et puis les persécutions et l'organisation et les persécutions visant les personnes qui luttent pour se battre contre la privation des libertés et des droits fondamentaux et aussi parce qu'elles s'opposent à l'apartheid. Et là, ça nous renvoie à ce que nous disions tout à l'heure sur la jeune Jenna du village de Nabi Saleh. Donc, pour que ces actes inhumains puissent être mis en place, Israël, dès son origine, a mis en place tout un tas de lois et dicté toute une série de lois et de règlements qui sont à la fois liés à la citoyenneté, à l'entrée sur le territoire et à la possession de la terre et à l'autodétermination. Et c'est à travers toutes ces lois qu'Israël a installé cette différenciation. Tout à l'heure, on parlait de discrimination entre les juifs et les non-juifs. Alors c'est pareil, nous pourrions faire une émission entière pour détailler toutes ces lois, mais je pense que ça serait un petit peu rébarbatif. Je vais juste parler de la dernière, qui est une loi très, très emblématique, qui est la loi de 2018, qui est une loi fondamentale. Alors fondamentale, ça veut dire que la valeur constitutionnelle, parce qu'Israël n'a pas de constitution. Et cette loi, dite loi de l'État-nation du peuple juif, ne reconnaît l'autodétermination qu'au seul peuple juif. Alors que sur cette terre cohabitent plusieurs peuples. Et elle détermine également, qui est important dans la situation que vivent les Palestiniens en territoire occupé, elle détermine la colonisation juive comme une valeur nationale. Donc ce qui a valeur de constitution pour Israël, grave dans le marbre des discriminations sur les droits fondamentaux des peuples. Ça veut dire que quand on habite en Israël, on n'a pas les mêmes droits si on est arabe ou juif. Alors, on n'a pas les mêmes droits si on est juif ou si on est palestinien. Et effectivement, donc, vivent en Israël, 20% à peu près de la population qui vit en Israël sont des Palestiniens qui n'ont pas fui devant les massacres. Au moment de la Nakba, en 48. Au moment de la Nakba, au moment de la création de l'État d'Israël, entre 1947 et 1949. Et ces 20% de Palestiniens, qu'on appelle des Palestiniens d'Israël, n'ont pas les mêmes droits et n'ont pas le même statut. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'il y a une distinction. Oui, c'est comme si nous, quelqu'un d'origine du Maghreb ou d'Afrique n'avait pas les mêmes droits en France, bien qu'il soit de nationalité française. Non, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose parce que Israël a gravé dans le marbre cette différence. C'est-à-dire que les citoyens d'Israël, s'ils sont juifs, ils ont une nationalité dite juive. Les Palestiniens ont une nationalité dite arabe. Pour la citoyenneté, pour un citoyen d'Israël, il n'a pas la même nationalité. C'est un concept qu'on a beaucoup de mal à comprendre, mais on voit que c'est un concept qui discrimine les gens en fonction de leur origine, en tout cas. C'est très clair. Alors, d'Ivoire, c'est extrêmement grave quand même, cette situation-là. C'est extrêmement grave parce que, au regard de l'histoire des Juifs, que Israël, qui est la terre voulant accueillir les Juifs, ait une telle constitution, ou tout du moins de telles règles de développement humain sur son territoire, c'est extrêmement grave. Et en même temps, c'est important pour nous de faire connaître cette situation parce qu'on est vite traité d'antisémite lorsqu'on met en cause l'attitude du gouvernement israélien. Donc il est important de faire progresser cette notion et de faire connaître. Oui, alors tout à fait. Donc la dernière notion qui définit le régime d'apartheid, on a parlé des actes inhumains, on a parlé d'un régime institutionnalisé avec les lois dont je vous ai parlé rapidement, et il y a la notion aussi de le fait
d'avoir l'intention de maintenir ce régime. Pour que le régime soit qualifié de régime d'apartheid, il faut aussi cet élément-là. Donc cet élément, il est assez évident. Quand on voit déjà que ce régime d'oppression et de domination, il se maintient dans la durée. Pour les Palestiniens d'Israël, il dure depuis 1948. Pour les Palestiniens de Cisjordanie, il dure depuis l'occupation du territoire palestinien occupé en 67. Et puis, il y a toute cette répression continue. Et la répression, cet environnement coercitif qui est mis autour des Palestiniens est un élément qui fait que, incontestablement, il démontre qu'Israël veut maintenir ce régime d'oppression et de domination. Et puis, très important, il y a la volonté d'annexion. Alors, l'annexion, la ville de Jérusalem, Jérusalem-Est, suite à l'occupation de 1967 par la guerre dite des 6 jours, a été purement et simplement annexée par Israël. Annexée, ça veut dire qu'elle considère que Jérusalem-Est fait partie du territoire de l'État d'Israël. Donc, quand on annexe un territoire, je pense que ça doit un peu vous parler en Lorraine. Quand on annexe un territoire, c'est qu'on a l'intention de maintenir la domination qu'on exerce sur la population en question. Et puis, il y a la volonté d'Israël d'annexer la Cisjordanie dans son entier. Et là aussi, ça confirme la volonté d'Israël de maintenir l'oppression et la domination sur le peuple palestinien. Donc, je crois que vous avoir démontré un petit peu rapidement qu'à travers les actes inhumains, à travers le régime institutionnalisé, à travers cet environnement coercitif qui maintient l'oppression sur le peuple palestinien, et à travers cette volonté de maintenir cette domination et cette oppression, nous avons bien malheureusement un régime qui coche toutes les cases du crime d'apartheid. Alors, Anne Toyon va poursuivre notre débat, mais je vais te proposer, ainsi qu'à nos auditeurs, une petite pause musicale. Et alors, c'est une pause musicale un peu particulière parce que il s'agit de, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais Eham Harmad. C'est le célèbre pianiste de Yarmouk. Alors peut-être certains de nos auditeurs connaissent l'histoire de ce pianiste qui est passé dans les réseaux sociaux dans le monde entier. Yarmouk, c'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens situé au sud de Damas en Syrie et qui a été bombardé, hélas, par les forces du régime d'Al-Assad. Ce pianiste de Yarmouk a joué régulièrement avec son piano au milieu des ruines pour la population qui résistait dans le quartier de Yarmouk. Alors un film en ce moment sort dans les cinémas qui s'appelle Little Palestine. Ce film, vous pouvez le voir au Caméo de Nancy, Caméo Commanderie, et donc je vous invite à le voir parce qu'on voit dedans le pianiste de Yarmouk d'ailleurs, mais c'est un film sur la vie dans ce quartier palestinien, dans ce camp palestinien sous les bombes. Donc on va écouter un extrait d'un morceau qui s'appelle Cumulus. Donc, Eham Harmad, le pianiste de Yarmouk. Voilà donc l'extrait de Cumulus par Eham Harmad. On a eu le plaisir de pouvoir l'entendre et le voir à Tomblaine récemment, fin d'année 2021. C'était un grand moment d'émotion et vous avez entendu à la fois donc que c'est un pianiste, mais on a cette voix très particulière qui ressemble un peu à un instrument. Donc voilà, on va reprendre notre débat. Anne Toyon, peut-être est-ce qu'on peut, avant d'aller plus loin, résumer, alors c'est pas facile, mais en disant qu'il ne suffit pas que dans un pays il y ait des discriminations pour qu'on le qualifie d'apartheid. Non, absolument. Et effectivement, ça ne suffit pas du tout. Discrimination n'est pas synonyme d'apartheid. Ce qui qualifie un régime d'apartheid, c'est le fait que ce régime pratique que à l'intérieur de ce régime soit pratiqué par un groupe
racial à l'encontre d'un autre groupe racial, des actes inhumains dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination. Et que ce régime des pratiques dans l'intention de maintenir ce régime d'oppression et de discrimination. Et on voit bien, à travers tous les exemples de ce que vivent les Palestiniens, qu'il s'agit bien d'un régime systématique d'oppression et de domination raciale qui est maintenu. Donc voilà pourquoi nous affirmons, parce que nous le démontrons, que le régime israélien est un régime d'apartheid. Et rappelons que le statut de Rome qualifie le régime d'apartheid comme un crime contre l'humanité. Alors, on sait que la situation des Palestiniens n'est pas la même en fonction du territoire, puisque c'est un peuple fractionné. On a des Palestiniens qui vivent à Gaza, on en a qui sont en Cisjordanie, on en a qui sont en Israël, on en a qui sont dans les camps de réfugiés, au Liban, en Jordanie, en Syrie. Comment s'applique, est-ce que cette notion d'apartheid concerne l'ensemble des Palestiniens ? Alors déjà, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que ce peuple soit fractionné est une des une des notions qui constituent le crime d'apartheid. Le peuple palestinien n'est pas fractionné par hasard. Le peuple palestinien est fractionné, fragmenté, parce que c'est une des stratégies d'Israël de l'avoir fragmenté. C'est-à-dire qu'au moment où Israël a créé l'État d'Israël, déjà 800 000 Palestiniens avaient été chassés de leurs terres par toute une série de massacres. Et ces 800 000 Palestiniens se sont trouvés de facto à l'extérieur de leur terre natale. Et puis, un certain nombre de Palestiniens étaient restés sur la terre qui est devenue Israël. Donc certains étaient en exil et d'autres étaient restés sur la terre devenue l'État d'Israël. Et puis d'autres Palestiniens se trouvaient dans la Palestine qui était à ce moment-là ce qu'on appelle sous administration jordanienne. Et puis en 67, Israël a occupé l'intégralité de la Palestine historique. Et de facto, le peuple palestinien s'est trouvé fragmenté en 4 catégories, mais à la fois géographiques, mais à la fois juridiques. C'est-à-dire qu'il y a les réfugiés qui sont à l'extérieur ou dans des camps en Cisjordanie, les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens du territoire occupé et les Palestiniens qui sont en territoire occupé, mais encore avec un statut particulier, les Palestiniens de Jérusalem. Et le fait qu'ils vivent dans des endroits différents et avec des statuts juridiques différents est une des stratégies d'Israël pour maintenir son régime d'oppression. Parce que ça les empêche de se rencontrer, ça les empêche de vivre ensemble, de pratiquer leur culture et surtout, ça les empêche de s'opposer ensemble à ce régime qu'ils subissent. Alors, on a de multiples exemples, mais je crois qu'il y en a un très fort en ce moment, c'est celui de Salah Hamouri, du point de vue de son statut. Alors oui, effectivement, Salah Hamouri, alors on s'intéresse beaucoup à Salah Hamouri parce que il se trouve qu'il est palestinien, mais qu'il est aussi français, il est franco-palestinien. Oui. Mais c'est le cas de beaucoup d'autres. Salah Hamouri est palestinien de Jérusalem, il est né à Jérusalem, il vit à Jérusalem. Donc, en tant que Palestinien de Jérusalem, il subit le régime d'apartheid israélien. Donc, Israël a décidé, au moment où elle a occupé Jérusalem-Est en 67, de faire des Palestiniens de Jérusalem des étrangers sur leur propre territoire. C'est-à-dire qu'elle ne leur reconnaît, elle leur a octroyé un statut de résident soi-disant permanent, mais lequel statut doit être renouvelé tous les 10 ans. C'est-à-dire que, alors que des Juifs du monde entier peuvent venir s'installer à Jérusalem et devenir automatiquement citoyens de cette terre, les Palestiniens qui sont nés à Jérusalem ont pour seul statut un statut de résident qui dépend du bon vouloir d'Israël.
Et en 2018, Israël a rajouté un amendement à une de ces lois, des lois dont je vous parlais tout à l'heure. Et cet amendement définit que les Palestiniens de Jérusalem, on peut leur retirer leur statut pour défaut d'allégeance. Ce qui est totalement contraire au droit international, parce qu'un peuple occupé n'a aucun devoir d'allégeance envers l'occupant. Et c'est sous ce coup-là que se trouve en ce moment Salah Hamouri. Le ministère de l'Intérieur lui a retiré son statut de résident de Jérusalem pour défaut d'allégeance. Il est en ce moment en train de faire appel. Il a fait appel auprès de la première cour. Maintenant, il fait appel auprès de la Cour suprême. Mais si la Cour suprême maintient le retrait du statut de résident de Jérusalem de Salah Hamouri, il sera expulsé de Jérusalem et de sa terre natale. Donc on voit que ça, c'est une des armes pour maintenir les Palestiniens sous domination. Alors, donc, on peut dire que, pour que nos auditeurs comprennent bien, parce qu'on ne connaît pas forcément toujours ce fractionnement du peuple palestinien, il n'y a donc pas que les Palestiniens qui vivent en Israël qui sont victimes d'un régime d'apartheid. Ah ben non, ils sont tous victimes de la même politique. Et cette politique prend des facettes différentes. Différentes selon où sont les Palestiniens. Selon qu'ils soient réfugiés, selon qu'ils soient de Jérusalem, selon qu'ils soient d'Israël, ou selon qu'ils soient du territoire palestinien occupé. Mais si on prend par exemple, je vous disais tout à l'heure que dans la loi de 2018, la colonisation est une valeur fondamentale de l'État d'Israël. C'est la confiscation des terres du peuple palestinien, et cette confiscation des terres, c'est la même qu'on se trouve, que ce soit en ce moment, d'ailleurs, dans un silence assourdissant, les Palestiniens du désert du Negev, les Palestiniens du Nakab, subissent une répression absolument féroce parce qu'ils refusent qu'on leur confisque leurs terres. Oh, il y a eu 2-3 articles dans la presse, mais enfin vraiment très peu. Il y a des articles dans la presse. Ce qu'on sait moins, c'est que les terres des Palestiniens en Israël sont également confisquées. Et encore maintenant, donc les Bédouins du Negev se voient en ce moment confisqués dans le cadre d'un très vaste plan de confiscation, confisquer leurs terres. Et c'est exactement la même chose que les confiscations des terres que l'on voit à Jérusalem pour les Palestiniens de Jérusalem ou en territoire palestinien occupé en Cisjordanie. Et c'est la même chose que les terres qui ont été confisquées aux réfugiés quand ils ont été contraints de quitter Israël suite au massacre. Donc ce sont des politiques qui sont les mêmes, qui concernent les Palestiniens où qu'ils se trouvent, mais qui prennent des habillages différents. Et donc on est là, il y a une détermination très claire à déposséder de la terre, à expulser, à s'approprier les terres et à rendre impossible le retour et sur sa terre, quoi, pour les Palestiniens. Mais complètement. Il y a une comment dire. L'objectif initial d'Israël, c'était de prendre toute la terre et pas la population. Donc, ils n'ont pas réussi à prendre toute la terre et une partie de la population est restée. Et donc, l'objectif est de continuer. C'est ce que les Palestiniens parlent de la Nakba qui continue. La Nakba, la catastrophe entre 47 et 49, elle continue aujourd'hui. Et ce que vivent les Palestiniens du Negev, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ce que vivent les Palestiniens de Jérusalem, qui voient leur maison détruite. Il y a 2 jours, il y a une famille d'un quartier palestinien de Jérusalem qui est montée sur le toit de sa maison avec des bidons d'essence parce que Israël voulait les expulser de leur maison. Ils ont dit, nous, où on vit dans notre maison, où on meurt dans notre maison. Parce que, absolument, partout et tout le temps, Israël cherche à confisquer toujours plus de terres et à expulser toujours plus de Palestiniens. C'est pour ça qu'on parle de nettoyage ethnique à Jérusalem, par exemple, ou dans d'autres endroits comme Hébron.
Mais on parle de nettoyage ethnique sur toute la Palestine historique. Ce qui se passe dans le Nakab en ce moment, dans le Negev, c'est absolument du nettoyage ethnique. Oui, bien sûr. Et ce qui se passe dans la vallée du Jourdain, c'est du nettoyage ethnique, puisque quand on détruit les habitations des gens pour les faire partir, quand on met en place un système législatif extrêmement sophistiqué qui vise à rendre la vie des gens impossible pour qu'ils partent, c'est dans l'objectif de perpétrer, de continuer ce nettoyage ethnique qui n'a pas abouti entre 47 et 49. Alors, Anne Tuaillon, on s'achemine vers la fin de notre émission, ça passe très vite, surtout quand on a des sujets comme ceux-là qui nécessitent des développements. Que propose la FPS aujourd'hui face à cette situation ? La FPS, déjà, ce qu'on propose, c'est de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est de sensibiliser au maximum la population pour qu'il soit bien clair qu'Israël pratique un régime d'apartheid. Et, comme on l'a dit, ce régime d'apartheid est un crime contre l'humanité. Donc, qui peut accepter que perdure un crime contre l'humanité ? Donc, dans le même temps où nous expliquons tout ça, nous menons une campagne pour exiger que la France reconnaisse le crime d'apartheid exercé par Israël à l'encontre du peuple palestinien. Tous les États ont le devoir de lutter et d'empêcher un crime de guerre, un crime contre l'humanité d'être perpétré. Donc, il n'y a aucune raison pour que tous les États ne reconnaissent pas le crime d'apartheid et ne fassent pas tout pour que ce crime d'apartheid prenne fin, ce régime d'apartheid prenne fin. Donc, toute notre campagne vise à mobiliser la population pour faire pression sur la France, sur l'Europe aussi, par ricochet, puisque l'Europe est à l'honneur en ce moment, pour que nos États reconnaissent le crime d'apartheid et interviennent aux Nations Unies pour que les conventions qui étaient en cours au moment de l'apartheid en Afrique du Sud reprennent du service pour mettre fin au crime d'apartheid israélien. Alors, il y a donc une pétition en direction du président de la République. Là encore, on peut aller, si on veut la signer, cette pétition, alors d'abord auprès des militants de la FPS qui sont répartis dans toute la France, mais on peut aller donc pour en savoir plus et pour signer la pétition sur le site de l'association France-Palestine Solidarité, www.france-palestine.org, et là donc on a l'accès à la pétition. Oui, alors vous avez accès si vous allez sur le site, donc il faut aller dans l'onglet voilà, parce qu'on traite pas que de ça, sur le site. Voilà, il faut aller dans l'onglet campagne et aller sur la campagne apartheid. Oui. Alors c'est un message à envoyer au président de la République. Les pétitions, ce sont des cartes postales que nous faisons signer quand nous rencontrons les gens. Et puis vous trouverez sur le site également tout un tas d'informations autour de ce que les arguments que tu as développés là, voilà, en particulier. Les arguments que j'ai développés très rapidement. Ouais. Vous pourrez aller plus loin en allant sur le site qui est relativement complet sur cette question-là. Ouais. Très bien, eh bien merci beaucoup Anne Tuaillon pour ces explications claires de notions qui sont complexes. Voilà. Et donc pour nos auditeurs, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Parole de paix. Et à très bientôt. Bonne journée. Merci encore Anne. Au revoir et merci. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org